Bonjour à vous, calme comme à la maison, un nouveau numéro, vous le savez, nous croisons, vous croisez des gens dans la rue et des fois on se dit tiens, cette personne a peut-être quelque chose à dire. Eh bien nous recevons François Darocha-Carnero. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Enchanté, alors c'est la première fois que nous nous voyons. Votre livre que vous venez de sortir nous parle de l'histoire de France en crampons. Vous êtes historien, chercheur, professeur d'histoire géo en lycée. Pourquoi parler football? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, dès lors que c'est une activité humaine, ça intéresse l'historien. Donc vous avez retracé de nombreux matchs, de 1904 jusqu'au dernier match de l'équipe de France, l'histoire de France en crampons. Avançons-nous, on va en parler. Comment êtes-vous tombé dans le football en 10 secondes? Comment j'y suis tombé? Avant tout par l'histoire personnelle, parce que c'est une pratique que je faisais lorsque j'étais enfant, et puis l'histoire professionnelle, puisque c'est le sujet auquel je me suis consacré depuis quelques années maintenant. Alors que ce soit Michel Platini, que ce soit Raymond Kopa, que ce soit Roger Marche, que ce soit Jean-Paul Bertrand de Man ou les autres joueurs de l'équipe de France, Michel Hidalgo, Aimé Jacquet, 98, nous en parlons tout de suite, c'est calme, un nouveau numéro avec François Darocha-Carnero. On va se mettre à l'abri? D'accord, À tout de allons-y. suite. On y va, comme à la maison. François, bonjour. Bonjour. François Darocha-Carnero, est-ce que je l'ai bien dit? C'est bien dit. Vous êtes professeur d'histoire, alors je vais vous laisser nous donner votre titre précis parce qu'il est long comme le bras. Comment doit-on vous présenter? Alors, je suis à la fois professeur d'histoire-géographie en lycée à Roubaix. Je suis également chercheur associé au CRES à l'Université d'Artois, donc laboratoire d'historiens. Et puis, je suis vice-président de la PHG, Association des professeurs d'histoire-géographie. Donc l'histoire est une passion, vous êtes comme Obélix tombé dedans quand vous étiez petit? Oui, on peut dire ça. En tout cas, l'enseignement de l'histoire est une vocation ancienne. Ça, c'est sûr. Et puis, par ailleurs, je suis chercheur, donc chercheur associé. Pour être chercheur associé, il a fallu soutenir une thèse. Et la thèse porte sur les joueurs de l'équipe de France de football. Ah ben voilà, justement. Alors, quand on doit présenter une thèse, on s'imagine, quand on est thésard, qu'on présente sa thèse, de l'importance de Louis XIV à telle époque. Et vous, le football, on va parler de ce livre, bien sûr, hein, que vous avez écrit avec une très belle préface et des histoires et des anecdotes impressionnantes. Quand vous avez dit que vous faisiez votre thèse sur le football, ça a été reçu comment ? Sans trop de difficultés, puisque je l'ai faite déjà avec un chercheur qui avait fait lui-même une thèse en histoire du football, sur l'histoire du football dans le Pas-de-Calais, Olivier Chauveau, qui est un des premiers chercheurs en France à s'être installé dans l'histoire du football dans les années 90, à la fin des années 90. Donc c'était désormais possible. Mais comme historien, on a tendance toujours à se référer à de grands anciens, et l'un des maîtres pour les historiens français, c'est Marc Bloch. Ouais. Marc Bloch qui, dans l'Apologie pour l'histoire, écrit l'historien, c'est comme l'ogre dans la légende. Là où il sent la chair humaine, il sait que là est son gibier. Voilà, il y a de la chair humaine dans le football, là était mon gibier. Bon, on va pas se cacher, nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Hier, la France a perdu en finale de la Coupe du Monde, au tir au but. Ça n'est pas considéré comme une défaite, mais comme un match nul parce qu'il y a eu 3-3. L'historien, avant de parler de votre livre, l'historien que vous êtes, comme disait Francis Huster, qui est comédien et fan de foot, le football, c'est comme au théâtre, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Hier, c'était une comédie, c'était un drame, c'était une tragédie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Probablement un drame. Une comédie, non, puisqu'on l'a perdu. On rit jaune, en tout cas, si on rit. Et une tragédie, non, parce qu'il n'y a pas le goût du sang qu'il pourrait y avoir. C'est ce qui fait la différence avec 82. Absolument, ce qu'il y a en 82 et dans une certaine mesure, ce qu'il y a également en 2006 avec cette tragédie terrible qu'est le départ de Zidane sur un coup de sang. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment les dés du jeu qui sont tombés et qui sont tombés du côté de l'Argentine, qui a
mieux dominé, qui a davantage dominé, mais qui a été aussi une équipe capable de s'en prendre 2 en quelques minutes. Une histoire de France en crampons, mais avant de continuer à évoquer votre livre et l'histoire de France en crampons, parlons de cette finale de la Coupe du Monde. On l'a revu à la mise de la Coupe, l'émir du Qatar a drapé, je ne sais pas comment s'appelle ce vêtement, Lionel Messi. Alors est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? C'est pas une tradition dans la finale de la Coupe du Monde. Et vous avez une interprétation Non, j'ai un doute. Un doute, voilà. J'ai un doute ou une ignorance, surtout. Je ne connais pas les traditions locales. Si ça se trouve dans les traditions bédouines du Qatar, de la famille dynastique du Qatar, c'est une façon de dire à Messi, de montrer à l'invité qu'il est un prince. Ah ouais. Et pourquoi pas? Et dans ce cas-là, c'est une très belle cérémonie à laquelle on a pu assister. Si maintenant ça a d'autres résonances plus politiques, ça serait beaucoup plus gênant. 2006, oui. 82, oui. 2022, donc c'est dramatique. Ça n'est pas une tragédie. La comédie, ça serait pas 2010 et le bus de Knisna? Non, on a été très très sévère à mon sens sur 2010. En 2010, on a un mouvement social, des joueurs des individus employés. Alors c'est pas statutairement tout à fait le cas, mais employés par un employeur que serait la Fédération française de football, qui manifestent leur mécontentement et leur solidarité à l'encontre de leurs collègues, d'un salarié. Un salarié qui a été injustement licencié pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a pas commis. Donc il y a ce type de mouvement social qui est en cause. Maintenant tout cela est noyé derrière cet argent qui embrume tout. Évidemment, ce sont des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, en effet, dès 2010. Et puis, par ailleurs, il y a aussi tout ce contexte politique qui joue des années Sarkozy, avec une volonté d'identité nationale, de recherche de l'identité nationale. On se souvient qu'il y a un ministère de l'identité nationale et de l'immigration à ce moment-là. Des joueurs qui, justement, posent question à l'identité nationale à ce moment-là. Mais parce que certains ne chantaient pas la Marseillaise, parce que ceci, parce que cela... La Marseillaise, c'est plus ancien. Le problème est plus ancien. D'accord. Si problème il y a. C'est surtout parce que ces jeunes gens sont issus de quartiers populaires, des banlieues, lesquelles banlieues ont brûlé 5 ans avant, en 2005. 5 ans avant, on a un ministre de l'Intérieur qui profite de cette ambiance incendiaire dans les banlieues pour dire on va nettoyer ça au Karcher, pour sauver les braves gens. Ce ministre de l'Intérieur devenu président depuis, donc en 2007, Nicolas Sarkozy pour ne pas le nommer. On se retrouve en 2010 avec ce contexte, ce bain ambiant qui favorise bien sûr la surinterprétation de cette grève, de ce mouvement social. Et ça nous amène à votre livre. Et ça nous amène, oui, en effet, à un des récits du livre. Voilà, parce que ce livre, Une histoire de France en crampons, avec une préface de Patrick Boucheron, François Darocha-Carnero, je vous le conseille vivement si vous êtes fan de football, si vous êtes fan d'histoire, parce que vous avez sélectionné en très grande partie tous les matchs de football qui sont en parallèle, mais il y a toujours des passerelles avec l'histoire de France. 1938, les congés payés, mais aussi un match face à l'Italie, fasciste, juste avant la guerre. Les premiers matchs après la Seconde Guerre mondiale face à l'Allemagne, mais aussi après la Première Guerre mondiale. Des joueurs qui étaient immigrés autrichiens après l'Anschluss, qui ont joué pour l'équipe de France contre l'Allemagne. 58 avec l'indépendance, les événements en Algérie, peut-on dire guerre? Je ne sais pas. Comment ça s'est passé cette sélection d'événements parallèle à la société pour choisir les matchs? Alors en fait, l'idée première, c'est une quinzaine de chapitres. Donc, plutôt une quinzaine de thèmes possibles. Et dans cette quinzaine de thèmes possibles, ont été retenus 4 thèmes au fur et à mesure de l'écriture finalement, plus que d'un choix délibéré sur les 15 thèmes proposés initialement. Ce qui veut dire également que pour les 15 thèmes, sachant qu'il y avait environ 5 matchs par thème, pour les 15 thèmes, il y avait encore de quoi raconter, 75 matchs, et en fait tout match peut être lu à l'aune de l'histoire et peut être un document d'histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, à savoir que le match de football, au-delà d'être un événement sportif possible, il ne l'est pas toujours, oui. C'est parfois du quotidien sportif. Au-delà de la mesure événementielle, le match de football est un document
d'histoire. Et on peut construire une histoire de France autour de quelques thèmes, on peut la construire en lisant ces matchs de football. Outre l'histoire, parce que à partir de quand se termine l'histoire et commence l'actualité, prenons exemple de ce que vous évoquez dans ce livre, il y a bien sûr les attentats du Bataclan 2015, il y avait un match France-Allemagne au Stade de France, il y a eu ensuite un match France-Angleterre, avec cette Marseillaise qui a été reprise par tout le public. Cette actualité-là rejoint l'histoire. Il y a d'énormes parallèles qui peuvent se faire entre matchs de foot, actualité et rencontres internationales, pour l'équipe de France particulièrement. Oui, mais le football est une des formes de diplomatie culturelle possible, et donc il est logique en effet qu'à un moment ou un autre, l'actualité s'entrechoque avec le football. Comment vous avez choisi, par exemple, ces matchs quand on voit l'époque de 1958 avec certains joueurs de l'équipe de France qui ont refusé de porter le maillot de l'équipe de France pour aller jouer en Algérie pour jouer avec l'équipe du FLN? Vous avez des documents où vous racontez et c'est un tel qui, par une passe de l'interdroit, marque à la 77e minute sur un centre. Comment avez-vous choisi les matchs et où avez-vous réussi à trouver tous ces détails? Alors, les matchs ont été choisis de deux façons. Soit, comme celui d'avril 1958, il s'impose à l'historien. Voilà, c'est le match où manquent les joueurs partis quelques heures avant à Tunis, puis pour construire l'équipe du FLN. Le FLN, le Front de Libération Nationale, qui représentait bien sûr les indépendantistes algériens. Le Front de Libération Nationale algérien. Donc ce match-là s'impose en effet au travail d'histoire. Ensuite, il y a plein de matchs que l'on peut saisir et en fonction de ce qu'ils pouvaient m'apporter dans la démonstration, je les utilise donc là comme document et j'en fais une forme de commentaire de document, ce qui est un exercice classique pour l'historien. Ensuite, comment faire ce commentaire de document, comment écrire le match? Il y a plein de façons possibles. Je vous laisse continuer à parler, je vais vous servir un petit verre de soda parce que vous l'avez demandé. Allez-y. Donc, il y a bien sûr, d'une part, la possibilité d'avoir accès à une retransmission télévisée, d'une part, et puis également la presse écrite, qui peut aussi être un relais, alors transformateur, bien sûr, ce n'est pas la vérité absolue du match, c'est déjà une écriture du match. Et puis, éventuellement, mais ça n'a pas été le cas pour ces matchs-là, éventuellement aussi de le suivre en direct dans le stade. Le supporter peut aussi avoir son propre récit du match. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant, vous évoquiez tout à l'heure le 13 novembre, j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines de discuter avec des collègues qui, eux, étaient dans le Stade de France le 13 novembre. J'étais aussi, oui. Et donc, ont pu dire, voilà, ce que tu racontes, c'est pas comme ça que j'ai vécu, puisque moi, je raconte par le biais de la transposition médiatique, et en particulier télévisuelle. Eux l'ont vécu d'une autre façon, et donc ça a permis de leur donner une autre ampleur du récit, une autre compréhension du moment qu'ils ont vécu. Derrière l'historien, j'aime beaucoup cette phrase, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, derrière l'historien, il y a l'homme. Alors, François, je vous ai posé, je crois si ce n'est pas la première, c'est la deuxième question, comment êtes-vous tombé dans l'histoire, comme Obélix dans la marmite quand il était petit, mais dans le football, ça vous vient d'où? Parce que moi je trouve ça kiffant, génial, je sais pas comment on peut dire maintenant quand on est jeune branché, qu'un historien de votre niveau qui est chercheur écrive sur le foot, ça lui donne cette couleur peut-être non pas sérieuse mais moins populiste que certains intellectuels veulent lui donner. Alors comment êtes-vous tombé dans le foot? Alors, le foot a été d'abord une activité d'enfant et une passion d'enfant. Ça, je ne peux pas le nier. Mais après, j'ai pris mes distances à l'égard de cette passion-là, de cette pratique et même du spectacle. Et puis, à mesure que s'est mise en place l'activité historienne, l'idée de se lancer dans une thèse est apparue et il se trouve que j'étais déjà réintéressé par le football en vivant dans la métropole lilloise, en ayant un club de cœur, le LOSC, et en l'ayant d'autant plus que mon fils s'intéressait à ce moment-là au football, commençait à s'intéresser au football et devenait supporter de ce club, et donc Comme papa, et on s'installe dans
dans une quotidienneté du football, dans une permanence du football, ce qui fait que lorsque je me suis lancé dans une thèse, lorsque j'ai voulu utiliser mes compétences historiennes à l'étude d'un sujet en particulier, le thème du football, c'est semblé tout à fait évident. Après la défaite, là, hier ou la semaine dernière, ça dépend quand les gens vont regarder cette vidéo, le 18 décembre 2022 en Coupe du Monde, certaines personnes ont commencé à dire sur les réseaux sociaux, dans 4 ans, les joueurs sont jeunes, ou pas Mécano, Tchouaméni, mais il restera que Rabiot et Griezmann en blanc, parce qu'un tel originaire d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, du Libéria, du ceci, du cela, vous, dans les histoires que vous racontez dans ce livre, Une histoire de France en crampons, si on remonte par exemple à 58, l'équipe de France qui a terminé 3e en Suède, Kopalski c'est Kopa, Piantoni c'était une autre immigration, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être pas le mot juste, mais c'est plus provocateur qu'autre chose, que la France est victime de son histoire et du fait qu'elle ait conquis d'autres pays et qu'elle ait été dominatrice. Victime n'est pas le mot juste, mais c'est volontairement peut-être provocateur. Victime n'est pas du tout le mot juste. L'équipe de France révèle une forme de société qui est parfois ignorée sur une ou deux générations. Finalement, on peut constater une intégration des populations d'origine étrangère sur plusieurs générations. Mais la génération qui arrive, celle de l'immigré, celle qui suit souvent, celle du fils d'immigré, ont certainement plus de mal à être reconnue comme faisant partie prenante, comme étant partie prenante de la société dans laquelle elle évolue. Le monde du football est une exception. La France du football, en cela, est une exception, puisque là, on a très rapidement des populations immigrées. Alors, je ne les traite pas dans le Bien sûr, c'est pas le sujet du livre. Mais en revanche, on a aussi des populations issues de l'immigration. Donc la 2e, 3e génération, qui, elles, sont présentes dans l'ouvrage et qui, de fait, sont en effet intégrées à cette construction nationale qui est la sélection de football. Et ce, depuis le début du XXe siècle, depuis les origines de cette équipe nationale, puisque l'équipe de France naît en 1904. Dès 1905, il y a un joueur d'origine anglaise, fils d'anglais, Charles Wilkes, qui est un joueur du Havre, un Havrais. Et très rapidement, en 1906, il y a des joueurs d'origine belge, puisque roubaisien, dans l'équipe de France. Oui, parce qu'il y avait un club de Roubaix qui était un des plus forts de France, avec qui le était Racing. Qui était le club le plus fort de France. D'ailleurs, on parle toujours et encore là, du plaisir des Belges, parce que la France a perdu en finale. Je rappelle qu'en 1904, le premier match, c'était France-Belgique, tout simplement. Oui, et puis... ça date de longtemps. Oui, la Belgique, c'est quand même le grand adversaire de l'équipe de France. C'est celui qu'on a rencontré le plus souvent. Vous êtes, François Darocha-Carnero, d'origine de la péninsule ibérique, comme votre nom l'indique. Vous avez fait, comme historien, des recherches, parce que vous nous parlez de Calais, de Lens, de Lille, Charles Quint, l'Artois. Je rappelle que les couleurs de Lens viennent du drapeau espagnol. Vous êtes depuis combien de générations installé dans le Nord, donc passionné de football de fait? Alors, je suis le premier à être installé dans le Nord. Je suis francilien au départ. D'accord. Et personne n'est parfait. Une fois devenu professeur, j'ai obtenu un poste dans la métropole lilloise à Roubaix. D'accord. Maintenant, ma famille est en partie originaire du Portugal. Mon grand-père était portugais, il est arrivé il y a un siècle. Donc, je n'ai absolument rien de portugais. Je suis désolé pour nos compatriotes très attachés à la lusophonie. Je ne parle pas un mot de portugais. Je suis un francilien. Les 3 autres grands-parents étaient d'Île-de-France. Et voilà. Il y a une histoire qui m'a particulièrement interpellé dans votre livre, Une histoire de France en crampons. On parlait justement d'immigration. Vous parlez d'un joueur anglais... Ce sont les Anglais qui ont créé le Havre Athletic Club, Oxford-Cambridge, les couleurs. Il y a un joueur autrichien qui joue en France, qui a joué pour l'équipe de France. En 1938, après l'Anschluss, il joue contre l'équipe qui représente le Reich. En tant qu'historien, moi en tant que petit fan de foot, ça m'évoque quelque chose, mais en tant qu'historien, ça devait être un moment... On parlait de dramaturgie. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est tragique? Comment peut-on vivre ce moment-là quand on est autrichien, quand on joue pour l'équipe de France et que son pays vient d'être envahi par l'Allemagne? Qui est l'adversaire à venir? Alors, je suppose que vous voulez évoquer... J'ai oublié son nom. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Gusti Jordan
en 1938 qui vient d'être naturalisé. Et puis il y a Rudy Eden en 1940. Les deux cas sont très différents, même s'ils sont arrivés en même temps. Quoi qu'il en soit, se battre, enfin, entre guillemets, jouer un match international contre le pays c'est une bataille personnelle. Comment Gusti Jordan, c'est avant tout un immigré du football. Il est venu jouer en France parce qu'il jouait au football et employé par un club de football français, le Racing. Donc il est naturalisé quelques années après son arrivée et il joue contre l'Allemagne, en effet, mais comme n'importe quel autre joueur français, finalement. On ne sait pas, même s'il a laissé une autobiographie, on ne sait pas vraiment quelles étaient ses impressions, ses sentiments. Rudy Eden, c'est différent. Rudy Eden, c'est le grand gardien de la Wunderteam, c'est-à-dire de la grande équipe mythique d'Autriche dans les années 30, l'équipe merveilleuse. Et Rudy Eden, donc lui, est sélectionné en 1940 dans l'équipe de France pour jouer dans un match de propagande pendant la drôle de guerre. Donc on est en janvier 40, la guerre est déclarée mais il n'y a pas de combat, et lui donc est sélectionné pour montrer, on raisonne avec la chanson de Maurice Chevalier, pour montrer que tout ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Et bien là on a ces Français bigarrés, y compris les occupés autrichiens. Alors, c'est mal tombé parce que Rudy Eden, ensuite, pendant les années noires, les années d'occupation, semble profiter, ce que montre une enquête de police, semble profiter quand même de ses compétences linguistiques en allemand. Et ne se montre pas parmi les plus résistants qui soient à l'occupant, ce qui lui vaut quelques soucis lors de la libération, même si ce ne sont pas des soucis très, qui vont très loin. De fait, il fricote facilement avec l'occupant. Il y a un ancien capitaine de l'équipe de France aussi qui a eu quelques problèmes. Il ne va pas aussi loin qu'Alexandre Villaplane. Voilà, qui lui a été collabo et puis était rue Lauriston, si je ne m'abuse. Tout à fait. Votre livre, donc, Une histoire de France en Campron, François Darocha-Carnero, préface de Patrick Bouchon. C'est une amie, Lidvine, que je salue, qui sait que je suis passionné de football et d'histoire, qui me l'a offert. C'est du petit lait. Alors maintenant, c'est comme choisir ses enfants, peut-être. Si c'est votre réponse, je prendrai ça comme une réponse de politique politicienne. Si je vous demande un joueur, un match, une époque pour le football dont vous parlez dans ce livre, qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, c'est pas comme choisir ses enfants. Un match, je pense que je prendrais l'Allemagne-France de 1933, de mars 1933, parce que c'est une plongée dans un Berlin qui est en train de se nazifier et que l'on observe depuis la presse française et depuis la délégation française de football comme un moment anecdotique, comme un folklore. Ils sont bizarres, ces Berlinois. En fait, on ne comprend pas ce qui est en train de se mettre en place. Un joueur, il y en a tellement. Et oui. Il y en a tellement. Oh, peut-être Jean-Paul Bertrand de Man, puisque c'était mon idole de jeunesse et que... Vous êtes aussi grand que lui, c'est pour ça ? Oui, peut-être. J'évoque l'Argentine, de Videla. Argentine 78, Jean-Paul Bertrand de Man du FC Nantes, qui a remplacé André Rey, qui s'était cassé le poignet. Ouais. Voilà, et qui est remplacé pendant le match Argentine-France parce qu'il se blesse au dos en se prenant le poteau contre le dos, contre la colonne vertébrale. Et un moment, il y en a tellement aussi, peut-être celui qu'on vivra bientôt. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, c'est pour ça que vous faites de l'histoire. Oui. Je vous conseille vivement toutes et tous, donc merci François. Nous sommes vraiment, Vincent qui réalise cette émission et moi, vraiment très flattés parce que vous avez fait toutes les émissions télé, vous avez été sur toutes les radios nationales, entre autres pour parler de l'histoire du foot et de la Coupe du Monde. Votre livre, Une histoire de France en Campron, si on aime l'histoire, si on aime le foot, c'est pour les petits, les grands, les femmes et les enfants, c'est pour tout le monde. Je vous le conseille vivement. L'avenir du foot et des Bleus, avec la fin de certains et l'arrivée d'autres, en 10 secondes. En 10 secondes, c'est une histoire qui continue. C'est une histoire qui continue. On se retrouve peut-être avant 4 ans pour être en finale de la Coupe du Monde. Avant 4 ans, non. La finale de la Coupe du Monde, la prochaine, aura lieu dans 4 ans. Oui, non, mais on se retrouvera avant. J'espère qu'on se recroisera avant, c'est pour D'accord. ça. Juste comme ça, en aparté, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé, à son âge, peut égaler les records de Pelé ? Il peut même égaler le record de Juste Fontaine. Ça, c'est plus facile.
Oh non. Je vous remercie François Darochat, une histoire de France en crampons. Et puis je vous rappelle que calme comme à la maison, eh bien abonnez-vous si vous le souhaitez et vous aurez bien sûr toutes les vidéos que nous avons déjà enregistrées et les autres à venir.